À toi Merci la de votre parole. invitation, je suis très honoré. On va essayer de faire une session plus pacifiée que la précédente, mais vu le sujet, c'est pas sûr du tout. Alors voilà, on a bien travaillé, on a passé le cap aigu, on a tâché de limiter, voire d'éviter les lésions secondaires. Et puis, on a géré le sevrage, tant bien que mal. Jean-François en parlera peut-être demain. Et puis, c'est maintenant souvent que le plus dur commence, parfois pour nous et souvent pour les proches, parce qu'on va savoir. Et il y a un certain nombre de patients qui restent un petit peu la tête dans la brume et il va falloir tâcher de comprendre pourquoi éventuellement, idéalement, et de savoir qui faire et puis quand faire. Alors déjà, dans la littérature, c'est pas très clair. Le terme retard de réveil est plutôt un terme qui est classiquement associé à l'anesthésie générale et en réanimation ou en neuroréanimation, c'est plutôt les termes de disorder of consciousness, donc de troubles de l'éveil et de la conscience qui sont évoqués lorsque la phase d'éveil n'est pas satisfaisante. Et évidemment, chez le cérébro-lésé, c'est tout l'intérêt de cette phase, il y a des facteurs intriqués qui sont d'un côté l'élimination de l'anesthésie. À Marseille, c'est très rapide. Et puis l'évolutivité neurologique, et les deux phénomènes vont se percuter. C'est ça qui va rendre l'évaluation difficile. Je vous propose deux postulats tout de même. C'est de définir le retard de réveil en neuroréanimation comme l'absence de retour à un état neurologique escompté, espéré, dans un délai estimé comme raisonnable. Et puis, je pense que c'est important que tout le monde soit d'accord qu'on parle de retard de réveil si le neuromonitoring est peu ou prou normalisé ou l'était lorsqu'on l'a retiré. Alors, il faut prendre un petit peu de temps aussi pour détailler un petit peu les différentes formes de troubles de l'éveil et de la conscience, dont on peut voir qu'ils ont évolué au cours du temps. Bien sûr, le coma, c'est par définition une absence d'éveil et une absence de conscience. Très clairement, c'est l'apanage de la phase aiguë et les comas chroniques, même si on entend beaucoup le terme, sont l'exception, notamment en traumatologie crânienne. L'état végétatif chronique, qui était probablement un petit peu trop connoté en termes d'étiologie, laisse la place aux états d'éveil non conscient ou non répondants. Et puis, les autres choses à noter dont on reparlera dans la présentation, c'est les états de conscience minimales, donc des patients qui souvent montrent des signes de conscience à minima, comme la définition le dit, qui sont parfois avec un début de communication, on parle de MCS+, mais qui bien sûr ont un handicap très très lourd. Et puis la dernière chose dont on parlera, c'est les dissociations cognitivo-motrices, tout simplement parce que la définition et la mise en évidence de la conscience et des fonctions supérieures en clinique se base surtout sur des effections motrices. Et si pour une raison ou pour une autre, le patient n'est pas capable d'accomplir ces effections motrices, il peut y avoir un gros distinguo entre son état intellectuel et ce qu'il peut en montrer. On verra que ça peut avoir une importance. Alors maintenant qu'on a posé le décor, eh ben, il y a un petit peu de littérature. Ça, c'est une étude états-unienne récente sur un grand nombre de traumatisés crâniens toute gravité. Et pour ce qui est des traumatismes crâniens graves, et c'est des traumatismes crâniens très très graves, puisqu'ils ont un Glasgow médian et moyen respectivement à 3 et à 3,5, ben, vous voyez qu'il y a 2 semaines, il y a deux informations sur cette diapo. La première, c'est que la première colonne, c'est l'état à 2 semaines. Et ben, à 2 semaines, il y a très peu, il y a un certain nombre de patients qui sont décédés, c'est à peu près dans les standards en termes de pourcentage de décès. Et puis, vous voyez, à 2 semaines du traumatisme, il y a un grand nombre de patients qui ont, pour l'heure, un mauvais résultat neurologique. Ça, c'est la première constatation. Et la deuxième constatation, c'est qu'on voit qui se passe beaucoup de choses entre 2 semaines et 3 mois, et puis après, beaucoup moins de choses. On y reviendra tout à l'heure. Le problème, c'est qu'entre 2 semaines et 3 mois, il se passe, enfin, c'est une grande période parce qu'au bout de 2 semaines, en général, les patients sont encore sous notre juridiction pour les TC graves, et au bout de 3 mois, en général, ils sont plus là, et donc ça manque un peu de précision cet intervalle. Le deuxième défaut de cette étude,
c'est que je trouve ça un peu surprenant vu la gravité des patients, qu'il n'y ait aucun patient qui soit décrit comme encore sédaté. Tous ont un examen neurologique décrit, donc c'est un petit peu étrange. Problème que compense cette étude européenne avec une cinquantaine de traumatisés crâniens qui montre, donc vous le voyez, l'état des patients à la 3e semaine post-traumatique et puis leur devenir en termes de GOS extended. Donc, bon, évidemment, les patients qui sont avec un bon état neurologique à la 3e semaine auront un bon pronostic neurologique. Évidemment, quoique ça ne soit pas tout à fait constant, les patients qui sont encore dans le coma ou en éveil inconscient ont plutôt un mauvais pronostic. Et puis, eh ben pour les patients qui sont MCS ou pour les patients qui sont encore sous anesthésie, le pronostic est variable et difficilement prédictible. Évidemment, le fait d'avoir encore une anesthésie générale à 3 semaines d'un traumatisme crânien est un marqueur de gravité, et à ce titre, les patients se répartissent quand même dans des gammes de pronostics moyens. Donc, comment on va chercher à raisonner? Alors, je vous propose ce diagramme schématique de réflexion. On va chercher à prédire l'évolution neurologique du patient, tout en sachant qu'au début, il y a des facteurs pharmacologiques dont l'élimination peut être plus ou moins variable, qu'il y a des facteurs confondants et correctibles, et c'est là-dessus que je vais insister pour ne pas pénaliser nos patients, et puis qu'il y a une pente évolutive qui est variable aussi. Alors, volontairement, je n'ai pas mis d'échelle. Toute la difficulté de notre métier, ça va être de savoir où on se situe sur ce diagramme pour un patient donné, temporellement et puis spatialement, et de chercher, notamment en traitant les facteurs confondants et correctibles, à le remettre sur sa trajectoire idéale pour qu'il ait le meilleur pronostic neurologique possible. Tout en gardant à l'esprit que toutes les choses qui peuvent pénaliser neurologiquement un patient non cérébrolésé vont avoir un effet encore plus marqué chez un cérébrolésé, avec une susceptibilité extrême à toutes les anomalies, et donc l'importance du traitement des facteurs confondants et correctibles. Alors la stratégie que je vous propose, c'est de trouver évidemment des facteurs explicatifs. On va chercher à comprendre, à savoir si ce qu'on sait du patient, de sa morphologie, de son anamnèse est cohérent avec son évolution ou pas. Pour la cohérence anatomoclinique, évidemment, on va se baser sur la morphologie. Et puis, bien sûr, comme je vous le dis, on va chercher des facteurs correctibles. Et enfin, une fois qu'on aura fait de notre mieux dans ces 2 premières missions, on va tenter d'établir un pronostic, parce que derrière, il y a éventuellement des décisions éthiques. Donc, un autre schéma assez rudimentaire, mais qui est assez robuste, pour vous rappeler que, évidemment, l'étage cortical est le siège de la conscience, et donc pour être conscient, il faut un cortex intègre anatomiquement et fonctionnel. Pour être éveillé, il faut des structures de stimulation de l'éveil, dont la plus importante se situe au niveau de la protubérance intègre. Et puis, aux étages intermédiaires, siège notamment la substance blanche dont on a parlé, qui a un rôle important en termes de transmission de l'éveil, mais aussi de connexion entre les différentes zones cérébrales. Alors que on sait désormais que la conscience est un phénomène complexe, pour lequel, à ce titre, il existe plusieurs théories, la plus connue étant une théorie française de l'espace de travail global, mais la plupart des théories ont en commun le fait que pour être conscient, il ne faut pas seulement un cortex intègre, il faut aussi des capacités d'harmonisation et de communication et d'aller-retour entre différentes zones cérébrales. Et ça va être le sujet d'une évaluation spécialisée de la conscience avec des signatures fonctionnelles de la conscience qui peuvent être évaluées en IRM fonctionnel ou en électrophysiologie. Alors évidemment, faire de la morphologie lorsqu'on a un retard de réveil, c'est capital. Dans un premier temps, le scanner peut suffire, notamment pour rechercher une déviation persistante de la ligne médiane. Là, c'est 2 patients qui, pour ne pas démentir Lionel,
qui ont normalisé leur neuromonitoring, qui n'ont plus d'hypertension intracrânienne et qui, pour autant, ont encore une déviation de la ligne axiale qui est assez importante. Et cette seule déviation de la ligne axiale peut expliquer un retard de réveil par cisaillement justement de ces structures de connexion et de transmission de l'éveil. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que des patients aient une évolution neurologique foudroyante tant que ce type de problème de biomécanique n'est pas réglé. L'autre problème de biomécanique qu'il faut absolument rechercher et régler, c'est l'hydrocéphalie. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis évidemment, la morphologie doit passer par une IRM cérébrale, notamment pour avoir des arguments anatomiques sur les sites lésionnels pour la cohérence anatomoclinique, et puis pour avoir des informations sur les structures de connexion dont on a dit à quel point elles étaient importantes. Il y a bien sûr un deuxième niveau de morphologie, et là je vais passer très vite puisque Lionel a déjà parlé de cette étude. Comme l'a dit Lionel, donc là c'est du tenseur de diffusion. C'est des paradigmes qui sont beaucoup moins solides et on a des raisons de comprendre ça de manière assez simple avec l'hétérogénéité des lésions qui sont donc beaucoup moins solides que dans l'arrêt cardiaque. Et évidemment, ça apporte des informations, mais je suis un peu moins enthousiaste que Lionel parce que vous voyez la conclusion du papier. Un patient sur deux, on peut prédire qu'il aura un mauvais pronostic et 2 patients sur 3, on pourra prédire qu'il aura un bon pronostic. C'est quand même pas des gammes de certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer, en tout cas pas isolément évidemment. La deuxième dimension de l'évaluation, j'invente rien, fonctionnelle, c'est l'électrophysiologie. Là aussi, on peut voir plusieurs gammes d'examens. Il y a l'électrophysiologie de base qui va rechercher et qui recherche classiquement des crises infracliniques. Honnêtement, à la phase d'éveil, je trouve que c'est assez rare qu'on en trouve de manière totalement asymptomatique. Et ce n'est pas l'explication la plus probable des retards de réveil. On en voit rarement, je trouve. L'intérêt de l'électrophysiologie me semble résider ailleurs, dans le caractère préclinique d'électroencéphalogrammes qui sont plutôt de bonne facture et proches de la normale, qui sont assez annonciateurs d'une évolution neurologique qui peut être un petit peu décalée. Et puis, ça permet aussi de rechercher des facteurs confondants, et notamment tous les éléments ayant trait à une encéphalopathie, notamment une encéphalopathie médicamenteuse ou métabolique. Bien sûr, l'électrophysiologie peut trouver un deuxième palier d'intérêt avec des paradigmes que vous connaissez, comme la MMN, qui permettent d'évaluer un début de fonction corticale et un début d'intégration corticale. Là encore, c'est beaucoup moins bon que dans l'anoxie cérébrale, mais ce n'est pas tout à fait dénué d'intérêt. Enfin, les équipes spécialisées, mais là ça ne relève plus trop de notre métier à nous, proposent des examens électrophysiologiques et d'imagerie plus spécialisés qui visent à rechercher des signatures paracliniques de la conscience pour cibler les malades chez qui il y a peut-être encore des choses à faire. Pour ce qui est des facteurs correctibles, sur le plan général, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qui peut donner un délirium à un patient de réanimation non neurologique peut donner des troubles de l'éveil et de la conscience à un patient cérébro-lésé. L'hydrocéphalie, comme je vous l'ai dit, est un facteur vraiment à traquer. Ce d'autant qu'après l'HSA, le deuxième pourvoyeur d'hydrocéphalie à pression normale dans les études, c'est le traumatisme crânien, et qu'il y a une bonne proportion, comme vous le voyez à droite, des patients avec une hydrocéphalie traumatisée crânien qui se trouve améliorée par la dérivation. L'autre argument pour le rechercher, c'est que quand on ne le fait pas à la phase précoce, les patients se voient diagnostiquer plus tard, et ça explique sans doute qu'ils arrivent en rééducation plus grave sur le plan neurologique, avec plus d'états inconscients reportés. Et donc ils sont traités avec retard et ils sont pénalisés sur leur évolution. Il faut vraiment corriger la biomécanique avant de parler d'une mauvaise évolution neurologique, le shift et l'hydrocéphalie. Et une
une démonstration caricaturale des troubles de biomécanique, et c'est pour ça qu'il ne faut pas craniectomiser les patients de manière abusive. C'est que je trouve que, au-delà du syndrome des trépanés classique qui décrit des troubles moteurs posturaux chez les patients craniectomisés, il y a, comme vous le voyez en haut à gauche, de nombreux troubles neurologiques portant sur l'éveil et la conscience qui sont décrits chez les craniectomisés, et c'est pas très surprenant sur le plan biomécanique puisqu'ils ont volontiers des troubles de l'hydraulique ou des déviations de la ligne axiale. Et bien sûr, vous le savez, il y a quand même des arguments dans la littérature pour dire que les patients qui ont cranioplastie, dans une certaine mesure, s'améliorent, parfois assez rapidement en termes de premiers signes, et il leur faut souvent plusieurs mois pour atteindre le maximum de récupération globale, mais aussi en lien avec la cranioplastie. Donc il faut corriger la biomécanique de nos patients avant de clôturer leur pronostic. Ensuite, sur le plan médical, je ne vous apprends rien en vous rappelant que les dysfonctions hypophysaires, et notamment antéhypophysaires, sont fréquentes chez les traumatisés crâniens. Elles sont fréquentes à la phase aiguë, elles sont fréquentes à la phase plus chronique. Elles sont d'autant plus fréquentes qu'on les recherche systématiquement, et évidemment, un déficit corticotrope ou un déficit thyréotrope, mais aussi chez les plus jeunes, un déficit gonadotrope peut être un vrai frein à l'évolution des patients. Donc il faut dépister ces patients et les traiter pour ne pas les pénaliser. De la même manière, les crises neurovégétatives, qui sont parfois décrites comme un critère de gravité neurologique, me semble être plutôt un témoignage de problématiques pas réglées, notamment d'épines irritatives ou d'épines neurologiques, spasticité non réglées. Et ça, c'est des vrais facteurs de pénalisation des patients. Alors les études sont discordantes. Dans cette étude, très clairement, et ça c'est dans toutes les études, les patients qui ont des crises neurovégétatives, ils restent plus longtemps en réa, ils sont plus longtemps ventilés parce qu'on a plus de mal à accepter de les réveiller et à les trouver bien. Dans la première étude, ils ont un pronostic plus défavorable, et dans cette deuxième étude qui est plus récente et mieux faite à mon sens, même s'ils restent plus longtemps en réa, une fois qu'on a réglé le problème de crise neurovégétative, et ben finalement vous voyez le pronostic à long terme, à 12 mois, est pas différent de la population qui n'a pas de crise neurovégétative. Donc il faut traiter les crises neurovégétatives symptomatiquement, et surtout s'acharner à rechercher une cause, une épine irritative. Et tant que le patient fait des crises neurovégétatives irritatives, il ne pourra pas progresser vu la susceptibilité du cerveau lésé. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a corrigé ces facteurs confondants et correctibles, on peut proposer des pistes d'intervention pour améliorer l'état des patients. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas la culture, ni les moyens. La stimulation transcrânienne électrique, la stimulation sensorielle. Nous, on peut mettre les patients au fauteuil. Ça, c'est démontré que la mise au fauteuil des patients améliore leur examen neurologique. Et puis, pour le reste, ce qui est facile à faire en réanimation est beaucoup plus difficile et simple, contrairement aux autres interventions qui relèvent de la rééducation et qui, à ce titre, doivent faire évoquer le passage en rééducation du patient avant une décision éthique. C'est les interventions pharmacologiques. Il y en a deux essentiellement qui ont démontré une efficacité. Il y a le zolpidem, qui provoque des améliorations de l'éveil et des améliorations de l'état neurologique chez à peu près 5% des traumatisés crâniens. Ça survient grosso modo 3/4 d'heure à 1h30 après l'administration, et vous voyez dans certaines études et chez certains patients, il peut y avoir des améliorations substantielles de leur coma recovery scale. L'autre intervention médicamenteuse qu'on peut proposer, c'est l'amantadine. Dans cette étude qui est connue du New England, on donnait de l'amantadine ou du placebo à des traumatisés crâniens qui étaient entre 4 et 16 semaines après le traumatisme crânien. On leur donnait pendant 4 semaines de l'amantadine avant d'arrêter, et on voyait que sur une échelle qui est une échelle négative, c'est-à-dire que
plus elle est basse et mieux le patient est sur le plan neurologique. Vous voyez la progression des patients quand ils recevaient de l'amantadine était plus rapide. Ensuite, les deux groupes se rejoignaient, mais c'était difficile de transiger puisque ça suivait l'arrêt de l'administration du médicament. On ne sait pas bien, enfin, il y a plusieurs pistes pour expliquer pourquoi l'amantadine améliore les patients. Il y a probablement un effet de stimulation cérébrale et notamment frontale. Et comme c'est un précurseur dopaminergique, il y a probablement aussi un effet d'amélioration d'éventuels troubles du mouvement qui peuvent pénaliser l'examen neurologique ou de troubles attentionnels qui peuvent être aussi améliorés par les dopaminergiques. Je voudrais terminer la présentation par une petite discussion sur le pronostic neurologique et je reviens à la première étude. On a dit que, évidemment, beaucoup de choses se passaient entre la deuxième semaine et le troisième mois post-traumatique, mais il ne se passe pas tout à fait rien après, même si ce n'est pas beaucoup en pourcentage. Il y a quand même pas mal de patients. Et j'ai été frappé en regardant le détail parce que je me disais, bah, certes, il y a des patients qui évoluent encore un petit peu, mais ben, ça doit être un phénomène en escalier. Ben, ceux qui étaient végétatifs, ben, ils passent MCS, etc. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Et si on regarde le texte, sur les 79 patients qui étaient cotés inconscients éveillés à la deuxième semaine, à 3 mois, il y en a 84% qui sont conscients. À 12 mois, ils sont tous conscients. Bon, jusque-là, on peut dire que c'est tous des MCS désormais. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a quand même sur les 62 qui étaient là à 3 mois parce que les 17 premiers sont morts rapidement. Il y en a quand même 14 qui étaient inconscients à 2 semaines, qui ont un bon pronostic neurologique avec un GOS supérieur ou égal à 4. Et il y en a même 9 qui sont indépendants. Cette étude que je vous ai montrée aussi montre la même chose, une stratification des patients qui n'est pas si intuitive que ça. Et donc, il y a des patients qui progressent beaucoup plus qu'attendu. Et cette progression survient surtout en rééducation parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, ils n'ont pas forcément la même vision que nous des patients. Là, c'est les semaines en rééducation et c'est des patients qui arrivent entre 4 et 6 semaines après le traumatisme en rééducation. Donc, c'est de la rééducation précoce, ce dont on ne bénéficie pas toujours en France. Et vous voyez, ils progressent tous, et les comateux ou inconscients et les MCS, et pour atteindre des proportions finales qui sont tout à fait correctes. Et j'aime bien cette étude parce qu'elle matérialise quelque chose qui est intuitif, qui est la trajectoire dont je vous parlais au début. Vous voyez, ceux qui vont progresser, ils progressent souvent rapidement, et donc la courbe de progression des patients est plus que leur état à un instant donné, peut être un élément décisionnel important. Je dis un mot des dissociations cognitivo-motrices. Vous connaissez le cas caricatural du login syndrome, qui est assez rare dans sa forme pure en traumatologie. C'est plutôt de l'apanage du vasculaire. Et dans cette étude, chez des cérébrolésés, il n'y avait pas que des traumatisés crâniens, ils utilisaient un paradigme EEG pour mettre en évidence une conscience qui ne s'exprimait pas cliniquement chez le patient. Alors vous me direz, ça nous fait une belle jambe de savoir que le patient est conscient s'il ne peut pas bouger un cil. Et ça a une influence sur son pronostic, puisque chez les patients qui sont minoritaires, qui avaient clairement une conscience sur les paradigmes électrophysiologiques, vous voyez qu'ils évoluent quand même dans une proportion beaucoup plus importante favorablement, avec 44% versus 14% dans notre groupe qui atteignent un GOS qualifié de bon pronostic. Donc ma conclusion, qui est aussi une transition pour la présentation du professeur Perrigo, c'est que je pense qu'il faut se garder, chez les patients qui en sont arrivés là, de prendre des décisions drastiques, trop rapides sur un trop petit nombre d'éléments. Surtout quand on voit que des collègues spécialistes dans d'autres disciplines et qui sont des leaders d'opinion et des références internationales et nationales plaide pour le dépistage d'une conscience chez des patients dont l'examen neurologique est très pauvre. Bien sûr, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire l'économie d'une
réflexion éthique qui ne s'arrête pas évidemment au pronostic neurologique, qui n'est qu'un des facteurs de la décision et de la réflexion éthique, sous prétexte que tous les patients progressent en rééducation et que quasiment tous, dans cette étude récente aussi, accèdent à la conscience. Évidemment, il faut que la trajectoire présumée leur permette d'atteindre un niveau d'autonomie compatible avec leur projet et avec celui de leurs proches.